Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalo, je suis conférencière, consultante, formatrice et je suis votre alliée contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fabrice Bach, expert en sciences cognitives et psychologie clinique, thérapeute, conférencier, auteur, mais pas que, parce que Fabrice a plusieurs cordes à son arc et il va vous en dire plus dans un instant. Bonjour Fabrice. Bonjour Marilyn. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans mon podcast Welcome Back to Work. Et je suis Merci à très vous. heureuse. Merci. Et je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent qui vous êtes et ce que vous faites? Mais alors, Mhm. évidemment, brièvement, parce que j'ai vu que vous aviez de nombreuses casquettes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, pour être un peu succinct et synthétique, donc, effectivement, comme vous l'avez évoqué, donc je suis psychologue cognitiviste de formation, c'est-à-dire que je suis du spécialiste du développement logique de la pensée de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, c'est-à-dire de comment cette pensée se construit et s'organise. En gros, de façon très terre à terre, mon travail, c'est de rentrer dans la tête des gens et de savoir ce qui s'y passe. De là, donc, j'ai été amené à travailler sur les difficultés d'apprentissage que rencontrent les enfants, les adolescents, puis plus tard les adultes. J'ai été amené donc par là même à travailler sur des processus d'accompagnement et de prise en charge des spécificités adultes et notamment des neuroatypies, dont une qui me tient un peu spécifiquement à cœur, en l'occurrence le HPI, le fameux haut potentiel intellectuel, que j'ai été amené à écrire deux ouvrages sur cette question. L'un qui était plus ciblé sur la façon dont se développait un enfant au potentiel du bébé jusqu'à l'âge adulte, et un second qui est sorti il y a maintenant un an, qui s'intéressait plus spécifiquement sur la personne présentant une douance, comme disent les Canadiens, un haut potentiel dans le contexte professionnel, parce que le paradoxe, c'est que ces personnes qui potentiellement sont extrêmement adaptables peuvent être extrêmement en souffrance dans le contexte de travail, le contexte professionnel, en allant jusqu'à développer un burn-out. Et dans ce contexte, j'ai été amené à être sollicité par le président d'une association, enfin, qui est maintenant une structure, plus qu'une association, qui s'appelle Vaincre le Burnout, qui réunit des professionnels, médecins, psychiatres, psychologues, et nous travaillons depuis plusieurs années sur un meilleur accompagnement des personnes qui ont présenté cette souffrance, cette difficulté. Aujourd'hui, nos travaux vont assez loin, puisque on ne parle pas simplement voilà, du burn-out ou d'un burn-out. On a pu identifier, nous concernant, 7 formes de burn-out complètement différentes, suivant le mode de fonctionnement et d'organisation cognitif. Ces personnes ne vont pas présenter la même difficulté, la même souffrance dans le contexte professionnel, ce qui impacte en retour un élément sur le plan de la prise en charge, puisqu'on ne va pas les accompagner de la même façon. Et tous ces travaux, toutes ces recherches, voilà, se synthétisent aujourd'hui dans un ouvrage qu'on a coécrit avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il a préfacé votre dernier ouvrage, Didier Le Chemiat, et qui s'intitule Burnout, trajectoire d'un mal contemporain. Donc c'est un ouvrage un peu particulier, puisqu'il va être composé de 2 tomes. Un premier tome écrit donc par Didier, qui va concerner les aspects médicaux, physiologiques liés au burn-out, et pour ma part, un second tome qui va concerner les aspects psychologiques sur justement ces différentes formes de burn-out, les nouvelles modalités de prise en charge que l'on propose, et surtout la prévention, parce que l'objectif c'est aussi d'être dans ce registre, et notamment à travers ces différentes formes de burn-out, c'est aussi pouvoir cibler, comprendre pourquoi certaines personnes, malheureusement, ont des récidives. Voilà, pour aussi Ok. d'être un petit peu synthétique. Alors, je vais faire un retour en arrière sur tout ce que vous venez de nous dire, parce que alors là, il y a Ouais. beaucoup de choses déjà. Ce que je voulais savoir, c'est que donc vous nous avez parlé des hauts potentiels intellectuels. Quel est le lien que vous faites avec le burn-out? Si vous pouvez nous Alors, expliquer. bien sûr, le paradoxe qui est présent, comme je disais à l'instant, c'est que ces pensées
Ces personnes ont une pensée qui va leur permettre de s'adapter, d'interagir d'une façon extrêmement précise et extrêmement, je dirais même, cohérente par rapport aux personnes dans le contexte professionnel et à chercher des activités professionnelles stimulantes et enrichissantes pour leur pensée. Le problème qui peut se présenter, ce n'est pas tant cela, c'est ce qu'ils vont rencontrer dans le contexte professionnel. Ce que j'expliquais dans mon dernier ouvrage, lorsque ces personnes vont au travail, ils ont quelque chose, ils ont des valeurs. Ces valeurs sont extrêmement précises, ce ne sont pas que des mots, ce sont des notions qui vont faire partie intégrante de leur ADN professionnel. Liberté, créativité, efficacité, empathie, probité, fonctionnalité. Le problème qui est présent, c'est lorsqu'ils arrivent dans le contexte professionnel, ils sont confrontés à autre chose. Imposition, procrastination, dispersion, égoïsme, inopérativité et fourberie. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils vont s'adapter, se suradapter, et à un moment donné, malheureusement, ça peut casser. Et lorsque ça casse, c'est l'émergence d'un burn-out. Ok, alors est-ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire quoi? C'est plutôt des personnes qui sont HPI qui font des burn-out ou des personnes qui font un burn-out qui peut-être découvrent qu'elles sont HPI? Ah, très très bonne question. Merci, merci. En fait, à travers Vaincre le burn-out, ce qu'on a constaté, c'est que, à travers les bilans que l'on fait, beaucoup de personnes qui font un burn-out présentent une neuroatypie, qui avait été camouflée, qui avait été mise de côté dans un processus de suradaptation. En termes de neuroatypie, donc le HPI dont on a parlé, le TSA, qui est la sphère autistique, le TSA, hein, donc le TDA, qui est déficitaire de l'attention, que l'on va pouvoir retrouver. Voire d'autres problématiques, hein, ce qu'on appelle les troubles dyslexie, dysorthographie, etc. Et en fait, on constate, et c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque ces personnes font un burn-out, lorsqu'on commence à faire des bilans, on identifie une neuroatypie. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études très poussées en termes de quantification. Pour répondre à votre question, est-ce que finalement ceux qui font un burn-out sont de neuroatypiques? En tout cas, ce que l'on peut poser d'une façon certaine aujourd'hui, c'est que ces personnes sont des personnes plus à risque dans le contexte professionnel, de par la suradaptation qui va être la leur. Et justement, la suradaptation dont vous parliez, c'est essentiellement lié à ces valeurs qui sont bafouées quand elles se retrouvent en entreprise. Alors, c'est un élément central dans le contexte du HPI, parce que comme je le disais précédemment, ce ne sont pas que des mots. Mhm. Lorsqu'on a identifié ces valeurs, voilà, on a pris ces termes et on a fait des sondages dans les entreprises, on s'est rendu compte que tout le monde partage. Tout le monde est d'accord sur la liberté, la créativité, l'efficacité, mais oui, mais concrètement, ça n'est pas ce qui se présente. Et ce qu'on constate aujourd'hui, on dit, tiens, est-ce qu'il y a plus de neuroatypiques aujourd'hui qu'avant? Il y a une sorte de génération spontanée qui apparaît, voire ce qu'on entend malheureusement, c'est une mode. Non, c'est pas une mode. Si on parle de neuroatypie, c'est bien parce qu'il y a un fonctionnement neurophysiologique qui est différent sur le plan du cerveau. Donc c'est pas une mode. Maintenant, on les identifie plus et mieux, mieux parce qu'on a de meilleurs outils, plus et parce qu'on constate quelque chose, une dégradation sociétale qui est extrêmement marquée. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont malades, profondément malades. Oui, le stress, la productivité, etc. D'autres éléments sont présents qui rendent ces entreprises malades. C'est-à-dire quelque chose qui a émergé petit à petit, l'inopérativité et des personnes qui sont à des postes qu'elles ne parviennent pas à occuper d'une façon efficace. C'est ce qui rend nos entreprises malades. Alors oui, sur le plan médiatique, on nous parle effectivement de compétitivité, de taxes, enfin de tout ce que l'on veut. Oui, il y a d'autres facteurs qui sont là. Pourquoi c'est apparu? Parce qu'aujourd'hui, il y a une totale décorrélation entre niveau d'études et niveau de compétences. Les deux ne sont plus corrélés. Et notre société, à nous, Françaises, se fonde encore beaucoup sur le principe du diplôme, qui serait corrélaire d'une compétence à activer dans le contexte professionnel. Or, il n'y a plus. Et on constate énormément de dysfonctionnements qui apparaissent, et ces personnes qui présentent une douance, un HPI, le ressentent très profondément.
Donc, par rapport à la question que vous posiez, est-ce que c'est ce seul facteur-là? C'est un des facteurs. On a aussi un certain nombre d'autres. C'est-à-dire, par exemple, d'autres facteurs qui peuvent amener ces personnes dans la situation du burn-out. C'est le fait, par exemple, de chercher une réciprocité. Je m'explique. Je vais activer donc mes compétences dans une entreprise, en même temps, cette entreprise va enrichir mes compétences. Et on a une boucle récursive. Parfois, la boucle récursive n'existe pas. N'existe pas. Et là, c'est problématique. Ça devient très problématique pour elles parce qu'elles ont le sentiment de se faire, entre guillemets, pour reprendre l'expression de mes patients, de se faire avoir quelque part. Mais la particularité de leur mode de pensée, c'est de retourner ça sur elles. En disant, mais non, c'est moi qui ai un problème finalement, puisque les autres y arrivent bien. Donc je devrais pouvoir y arriver. J'évoquais à l'instant cette décorrélation qu'il y a entre niveau d'études et niveau de compétences. On en connaît aussi l'origine. Et on constate depuis de nombreuses années une dégradation dans la société des fonctions cognitives. Ça avait pu être établi début des années 2000, les premiers travaux qu'il avait montrés. On n'en a pas trop parlé, mais globalement, l'espèce humaine est rentrée en phase d'involution. Et on perd de plus en plus de compétences. C'est peut-être pour ça qu'il y a une course sur l'intelligence artificielle, il y a peut-être quelque chose à remplacer. Mais au-delà de cet humour un peu cynique, c'est véritablement une réalité qui est présente et on a pu constater que ces fonctions cognitives qui permettent à la personne d'élaborer, de se construire, d'aller travailler, de s'adapter dans la société, chez certaines personnes, c'est préservé. Par exemple, les personnes qui présentent une violence à HPI, chez d'autres, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et à tel point, combien de fois on entend aujourd'hui, on a même le sentiment, et les auditeurs, et peut-être vous, ou moi, on a l'impression que le bon sens naturel s'est perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? L'origine, on la connaît, c'est une dégradation progressive qui s'est faite de ces fonctions cognitives, et les personnes aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à s'adapter. Répercussion de cela, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter aussi. Donc, lorsqu'elles ont des bons éléments, effectivement, elles vont s'appuyer sur ces personnes, les sursolliciter. Et là, il y a un cercle pervers qui peut s'installer, c'est-à-dire que si on me demande de faire quelque chose et j'y arrive, on m'en demande plus, c'est une reconnaissance du fait que je suis quelqu'un d'efficace, donc de performant, donc je le fais. Mais comme on me reconnaît cette capacité, on m'en demande encore plus. Donc, j'en donne encore plus. Et jusqu'à avoir des patients qui font le boulot de 3 personnes. Sauf qu'à un moment donné, ça va casser. Parce qu'on ne peut pas tenir comme ça dans la durée. Alors là, avec ce que vous êtes en train de me dire, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se poser beaucoup de questions en vous écoutant. Ouais. Et comment fait-on alors pour se faire évaluer évaluer, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Des fois, on dit détecter, je ne sais pas si c'est celui-là qui convient non plus. Dans tous les cas, qui peut-on contacter justement pour savoir si on est neuroatypique? Alors déjà, au niveau de la neuroatypie, donc il faut pouvoir aller voir des professionnels qui peuvent poser. Alors, je vais faire cette identification et je vous remercie pour les 2 termes que vous avez employés pour sortir du terme diagnostic. Diagnostic, c'est une maladie. Une neuroatypie, c'est pas une maladie, c'est une façon de fonctionner spécifique à un individu. Donc, qui est-ce qu'ils peuvent contacter? Donc, il y a des professionnels qui sont habilités à évaluer cela, en l'occurrence des psychologues cognitivistes ou des neuropsychologues, qui sont formés à utiliser des batteries tests pour identifier une ou plusieurs spécificités qui peuvent être présentes dans une pensée. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, HPI avec un TDA, pas incompatible, avec aussi une dyspraxie, une difficulté au niveau du geste graphomoteur. Et le savoir, ça apporte quoi? Alors, décidément, vous posez des questions très pertinentes. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pendant longtemps, on a dit, oui, le savoir, c'est mettre une étiquette, c'est catégoriser les gens. Non, c'est leur donner une clé de compréhension sur ce qu'elles vivent et sur le fait que ce qu'elles vivent n'est pas forcément quelque chose d'incohérent, ce qu'elles ne sont pas forcément décalées de par leur spécificité. Cela va impliquer et impacter un certain nombre de fonctionnements sur le plan affectif, cognitif, comportemental, etc. Et pouvoir leur donner cette grille de lecture, premier élément, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. C'est déjà la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on identifie cela, c'est comment pouvoir utiliser ces spécificités qui sont présentes à titre personnel, mais aussi dans le contexte professionnel. Ok.
Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices, hein, parce que dans ce que vous dites, je vois par rapport à des personnes qui me contactent et avec qui j'échange, qu'effectivement, il y a peut-être des clés de ce côté-là. Donc, c'est très intéressant. C'est vrai que ces clés, on les met fréquemment de côté. Chez nous, en France, par exemple, un exemple très terre à terre, une personne fait un burn-out. Initialement, la première étape dans le contexte de la prise en charge du burn-out est une évaluation du fonctionnement de la personne. Cette évaluation doit toucher différents domaines. Le registre, certes, physiologique, le registre affectif, social, mais aussi cognitif. Et ça, tant qu'on n'a pas cette cartographie de ces 4 éléments, on peut passer à côté de quelque chose. Dans certains pays, ce processus d'évaluation est quelque peu standardisé. Chez nous, ça reste très empirique, en fonction des professionnels qui sont rencontrés. On va effectivement faire une évaluation sur le plan affectif. On constate que la personne ne va pas bien, qu'émotionnellement elle est effondrée, qu'elle a perdu totalement confiance en elle-même et ne s'estime plus du tout. On y reviendra peut-être, mais confiance en soi et estime de soi sont bien deux choses différentes. C'est pas la même chose, parce que dans la société, on a tendance à mettre l'un pour l'autre. Et du coup, on va entamer une prise en charge dans ce registre, avec, entendu, le professionnel qui se dit, bah oui, et puis en plus, sur le plan physique, donc voilà, ça s'est dégradé, on va prendre en compte, on va remettre en place des bases de nutrition, des traitements, etc. Et brusquement, on se rend compte que le côté cognitif est mis de côté. Et peut-être que cette personne présente une neuroatypie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, le suivi se fait, l'accompagnement se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et on la renvoie dans le contexte professionnel. Ah, elle a certainement retrouvé une bonne estime d'elle-même, une bonne confiance en soi, et là, sa neuroatypie se retrouve à nouveau confrontée aux mêmes difficultés qu'avant. Répercussion cela, elle refait un burn-out. Alors, vous consultez à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que je voulais savoir, parce que peut-être qu'après cet épisode, vous allez avoir des appels. Vous le faites aussi en visio ou pas? Alors, oui, alors, il y a 2 éléments par rapport à ce que vous évoquez. En termes d'entretien et ensuite d'accompagnement, oui. Depuis la Covid, on a mis en place tout l'ensemble d'éléments en termes de visio. Maintenant, il y a juste un élément, je vous dis à tous mes patients, toutes les personnes qui me contactent, en termes d'évaluation, au regard des outils qui sont utilisés, cette évaluation ne peut se faire malheureusement qu'en présentiel. On ne peut pas faire voilà, d'évaluation distancielle. Et là aussi, c'est très important d'avoir accès à l'ensemble des batteries de tests qui permettent de faire une évaluation. Je vous donne un exemple très terre à terre. La semaine dernière, voilà, un jeune homme de 24 ans, voilà, qui a fait un burn-out, et la personne qui le consulte, son psychiatre, voilà, lui a fait passer un questionnaire. Il a dit, ah bah oui, en plus vous avez un TDA. Il arrive à me dire, voilà, bonjour, oui, je suis aussi TDA. Est-ce que vous avez fait des bilans? Ah oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Lequel? J'ai fait un questionnaire. Ce qu'on appelle le questionnaire de Conners, ce qu'utilisent tous les professionnels, qu'on utilise nous aussi. Mais au-delà de ça, et en fait, il n'y avait rien. Et heureusement qu'on l'a vu assez rapidement, puisqu'il allait être mis sous prescription médicamenteuse. On a fait un réel bilan attentionnel, et en fait, on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas une problématique attentionnelle. C'était autre chose qui était présent. En l'occurrence, oui, il avait vu de l'extérieur tout un ensemble de symptomatologies qui renvoyaient à cela, sauf que ce qu'on a identifié derrière, c'est un jeune homme HPI avec des troubles émotionnels très importants qui venait parasiter sa pensée. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à focaliser sa pensée, mais quand on a regardé les éléments à travers des outils types sur le plan de l'attention et de la concentration, mais il s'en sortait très bien. Ok, bon, c'est passionnant. C'est passionnant, mais alors on va pas faire tout l'épisode sur ce sujet parce que j'ai plein d'autres questions à vous poser. Donc, tout à l'heure, vous avez dit, parce que vous avez un projet là, c'est même plus un Mhm. projet, c'est fait avec le Oui, oui, docteur tout à fait, Thibault, complètement. effectivement, donc que je Mhm. connais un petit peu. Et puis, c'est vrai que ce que je trouve passionnant, c'est que vous avez fait donc un Mhm. livre, mais alors je dirais plutôt 2 livres. C'est un projet avec 2 livres. Voilà, en fait, il y a 2 tomes. Lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet avec Didier, l'idée était de mettre à plat les éléments qui concernaient le burn-out. Et très rapidement, nous est apparue la réflexion, c'est-à-dire, ben, lui, ça fait 40 ans de pratique sur le plan médical, c'était des experts français de cette question. Et il me disait, mais toi, sur le plan psy, et notamment cette approche positiviste, c'est une approche quelque peu différente.
Et on a travaillé depuis plusieurs années pour identifier ces différentes formes de burn-out. On s'est dit, mais il faut à un moment donné le formaliser. D'ailleurs, c'est très intéressant en écrivant cet ouvrage, je fais plus sur la partie qui me concerne, la partie psy, on s'est rendu compte que aucun protocole d'accompagnement n'était formalisé chez nous en France. Il n'y avait pas. Vous lisez tous les ouvrages, on vous parle de l'accompagnement, on vous parle globalement de ce qu'il faut pouvoir faire dans le contexte d'accompagnement au niveau du burn-out, mais d'une façon très terre à terre. Et on en a sorti un protocole tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec les différentes étapes qui se succèdent. Et c'est très intéressant parce que, Guy vous l'a certainement explicité, mais il a identifié par rapport aux fameuses étapes de Malak, qui avait été identifiées, donc d'effondrement, une micro-étape supplémentaire, et ça nous a permis de comprendre à travers cette schématisation pourquoi certains processus d'accompagnement n'étaient pas aussi fins qu'il le fallait. Par exemple, on a pu identifier qu'il y avait 5 phases en termes d'accompagnement. La phase 1 est une phase qui vise à travailler sur l'autocompassion et l'expression des émotions, avec sous-tendu la gestion du stress. Donc effectivement, déculpabiliser la personne, d'amener à se rendre compte que ce qu'elle ressentait, c'était trop cohérent. OK. On passe à la phase 2, au final, travaille sur les causes du burn-out. Qu'est-ce qui a amené à titre personnel, dans l'histoire personnelle du patient, et ensuite par rapport à ce qui s'est passé dans l'environnement professionnel. D'où, ensuite, on aboutit à la phase 3, rééquilibrage, vie personnelle, vie professionnelle. Et là, généralement, les professionnels travaillent sur ce qu'on appelle les distorsions cognitives, une perception décalée de la réalité de ce qui était. Une des formes de distorsion cognitive, je suis perfectionniste, j'en fais de plus en plus, et en fait, j'ai l'impression de ne pas en faire suffisamment. Une fois qu'elles en sont là, donc potentiellement les autres étapes antérieures sont censées être posées, des fois, on va dire, il y a des petits ratés. Par exemple, on a eu des professionnels qui nous explicitaient qu'il fallait, je ne comprenais pas pourquoi, mais retravailler sur la phase d'autocompassion et d'expression des émotions. C'est quelque chose qui était mal positionné. Donc on retourne à l'étape antérieure. On reprend ce chemin. On retrouve sur les rééquilibrages vie personnelle, vie professionnelle, pour retravailler sur l'autocompassion, de façon un peu récurrente, alors que ça a déjà été fait 2 fois et en près d'un an. Et on a compris pourquoi. Puisque par rapport aux différentes phases d'effondrement qui existent par rapport à la situation du burn-out, il y a une micro-étape qui jusqu'à présent était passée globalement inaperçue. En l'occurrence, juste pour les reprendre succinctement, je pense que vos auditeurs les ont bien en tête maintenant, la phase d'alarme. Je vais essayer de faire vraiment très court, parce que ça serait une passion pour en parler pendant 2 heures ensemble. Donc, la phase d'alarme, qui amène effectivement à se dire, on est en surstress, on se rend compte que quelque chose ne va pas. Phase 2, phase de résistance. Je m'accroche. Les symptômes présents antérieurement, on a le sentiment qu'ils disparaissent, puisque là, en fait, je me suis simplement habitué à ces symptômes. Puis, la phase de basculement, où là, tous les symptômes reviennent d'une façon exacerbée. Et ben là, disait, ben ensuite, on a la phase d'effondrement. Et on a identifié une microphase qui s'appelle la phase de rupture. Et cette phase de rupture est très importante parce qu'elle donne l'explication sur pourquoi, à un moment donné, il faut repasser par la phase d'autocompassion d'une façon récurrente. C'est-à-dire que l'effondrement au niveau du burn-out, ça ne se fait pas en 15 jours. Ça demande des mois, voire des années. La phase de rupture passée inaperçue parce qu'elle va durer 48-72 heures. C'est très court en termes de temps par rapport à des mois d'effondrement. C'est une sorte de prise de conscience qu'a la personne. D'être pris, c'est vraiment l'image. Comme le hamster dans une roue, il tourne, il ne peut pas sortir de la roue. Et brusquement, il y a cette fulgurance qui apparaît dans la pensée, cette prise de confiance, mais comment on sort de ça? Et après arrive l'effondrement. Et en fait, cette phase-là, cette phase de rupture qu'on a identifiée, c'est ce qui amène une culpabilisation qui est extrêmement marquée. D'où, quand le protocole d'accompagnement et de prise en charge qu'on a identifié est mis en place, mais en fait, il se passe quelque chose si on ne prend pas en compte cette phase de rupture et l'impact que ça a eu, cette prise de confiance fugace qui s'est présentée, eh bien, systématiquement, la personne,
continuer à se réattaquer sur le fait qu'elle est quand même fautive de quelque chose, qu'elle aurait dû pouvoir agir. Quand Didier le fait extrêmement, extrêmement bien lorsqu'il explique ces différentes phases. Bon, moi, je le fais qu'on explique à la personne la présence de cette phase de rupture et de ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Cette conscience précise et très fine de ce qui a été vécu, d'un enchaînement de pourquoi on en est là et de ne pas pouvoir en sortir. Ça a un effet apaisant, mais gigantesque. Gigantesque. Parce qu'on peut leur décrire ce qui s'est passé à ce moment-là sur le plan physique et psychique. Ce qu'elles ont ressenti précisément. Et là, elles se disent, mais donc effectivement, je ne pouvais rien un peu. Pardon, ouais, c'est important ça, ce que vous dites, parce que c'est vrai que bien souvent, il y a cette culpabilité là qui ronge les personnes qui Mmh, font un burn-out. mmh, Culpabilité d'être tombé en burn-out, culpabilité après d'être en mmh, arrêt parce qu'elle laisse l'équipe, mmh, entre mmh. guillemets, bien évidemment. Enfin, il y a Ouais, toute cette culpabilité qui ouais. ronge et Mmh. quelque part, je dis que c'est pas que la personne se rajoute de la douleur en pensant tout ça, mais parce que c'est bien Mmh. malgré elle. Mais en même temps, Ouais. c'est tellement terrible cette culpabilité. Mais alors, comment faire pour s'en débarrasser? Mais c'est ça. Et en fait, dans le processus d'accompagnement qu'on a identifié, qui est utilisé par de nombreux professionnels de façon empirique, parce qu'il n'avait jamais été formalisé de cette façon-là jusqu'à présent, eh bien, dans la phase d'évaluation, j'y reviendrai parce qu'il y a plusieurs choses à voir dans cette phase-là aussi, on va pouvoir travailler déjà à ce moment-là sur cette microphase qui s'est présentée, en amenant la personne à retrouver quand est-ce que ça s'est présenté dans son histoire, peu de temps avant l'effondrement, qu'est-ce qu'elle a eu dans sa pensée, quelles sont les idées qui sont arrivées, et le fait que ces idées étaient tout à fait normales, et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à cela. Le fait, et c'est très particulier, mais de pouvoir nommer ces éléments, de pouvoir les définir tout de suite, on passe une étape et on bascule sur autre chose. Donc ensuite, on va travailler sur la revalorisation narcissique, sur l'autocompassion, sur les émotions. On n'a plus en fait ce poids-là qui est présent. C'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, justement, en plus, il y a des personnes dans l'entourage qui peuvent dire, Mm. mais je comprends pas, moi, je ferai jamais de Mm. burn-out parce que si ça n'allait pas, je partirais. Alors, déjà, enfin, de dire quelqu'un qui dit je ne ferai jamais de burn-out, Oui. alors Mm. c'est être peut-être un petit peu présomptueux, Mm. même si on a pu identifier des populations, effectivement c'est le cas, elles n'en feront jamais. Pour une raison très terre à terre, c'est que de par leur construction cognitive et logique, celle-ci est trop peu élaborée pour faire un burn-out, en fait. Et comme on dit souvent, le burn-out, c'est la maladie des forts, c'est ceux qui ont tenu, qui ont été au-delà. C'est aussi la maladie de ceux qui sont élaborés sur le plan de leur pensée et qui ont un investissement qui est massif. On entendait précédemment parler, et on peut encore parler, du pronout, burn-out, brown, enfin, oui, mais ça, c'est la partie visible des choses. Quand on descend plus en profondeur, on a pu identifier, en fait, d'une façon très terre-à-terre, qu'il existait ce qu'on appelle des entités sociétales. Vous, moi, nous, la pensée adulte fonctionne sur deux grands piliers. Ce qu'on appelle la logique des propositions, ce qui permet d'expliquer sa pensée, et ce qu'on a appelé le système INRC. En deux mots, inverse, négative, réciproque, corrélative, c'est 4 opérations mentales. La particularité, c'est que vous avez 50% du système qui se structure avant 12 ans sur le concret. Ces 50% vont se restructurer entre 12 ans et 20 ans sur le plan abstrait. Et les 4 opérations se connectent. Qu'est-ce que ça induit? La mobilité du raisonnement. Donc, une personne adulte fonctionne sur ces deux piliers. J'ai une mobilité de raisonnement, une capacité à expliquer ma pensée. Ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle les gens structurés. Puis on a identifié une deuxième entité sociétale, ce qu'on appelait les pragmatiques. Les pragmatiques ont cette spécificité, le système NRC, mais ils ont 50% du système, les 50% du concret. Ça ne s'est pas reconstruit au-dessus. Répercussion de cela, c'est des gens, par exemple, quand vous discutez avec eux, quand vos auditeurs discutent avec eux, très rapidement, ces personnes vous disent, mais tu peux me donner un exemple de ce que tu dis? Tu aurais un exemple concret, si possible, tiré de leur propre expérience, et là, ils vont connecter. Puis, on a identifié une troisième entité sociétale, ce qu'on appelait les fonctionnalistes. Fonctionnalistes, le système inercé, mais il n'y en a pas en fait. Dans le meilleur des cas, on a les deux opérations du concret non connectées. Et là, ça devient problématique. Parce que là, ce sont des personnes qui ne peuvent pas élaborer une pensée. Quelques exemples très terre à terre. Vous êtes confronté à un problème.
En tant que personne structurée, vous allez réfléchir, analyser, trouver la solution du problème, on passe à autre chose. Un pragmatique est confronté à un problème. Lui, il va activer quelque chose qu'on appelle la déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est la faute de Pierre. Il faut trouver un fautif A. Lui n'est pas responsable. Oui, c'est parce qu'on lui demande de solutionner le problème. Entre-temps, le problème n'est pas solutionné. Vous allez chez un fonctionnaliste. Lui, il va activer autre chose, ce qu'on appelle la victimisation. Et dans son discours, il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle Dieu. Mon Dieu, pourquoi moi? Mon Dieu, pourquoi ça me tombe dessus? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Entre-temps, le problème n'est pas solutionné. Autre petit exemple. Vous partez en vacances. Vous allez, je dis n'importe quoi, en Grèce. Vous revenez, vous allez expliquer à vos amis le pays, la culture, l'économie, enfin voilà, la gastronomie, ce que vous avez vécu du pays. Un pragmatique part en Grèce, il revient, c'est très intéressant parce qu'il faut bien l'écouter. Dans son discours, lui, il va vous dire « j'ai fait la Grèce ». Il vous décrit tout ce qu'il a fait. Donc lundi matin, il s'est levé à 7h30. 7h30, c'est tôt parce qu'il fallait partir au Parthénon. Donc ils ont déjeuné rapidement jusqu'à 8h. À 8h15, ils sont montés dans le bus. Il faisait déjà chaud. Heureusement, il y avait la clim. On est parti. Il y avait déjà des embouteillages. À 9h, on est arrivé au Parthénon. On est descendu. Comme il est parti pendant 15 jours, ça risque d'être un petit peu long quand même. Il vous décrit tout par le menu. Vous avez un fonctionnaliste. Là aussi, il faut bien écouter ces personnes lorsqu'elles parlent. Le fonctionnaliste va vous dire « j'ai vu la Grèce ». Il vous sort son téléphone et toutes les photos qu'il a prises. Vous avez un magnifique paysage splendide, il est en plein milieu. Ah oui, il fallait prouver qu'il y était, en fait. Donc il se prend en photo face à cela. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. Une personne structurée a accès, vous avez accès à quelque chose qui s'appelle la spiritualité. La spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion. La religion n'est qu'un point d'application de la spiritualité. Spiritualité, c'est une capacité à penser sur soi, le monde, la société, l'univers, quelle est ma place dans ce monde-là. Un pragmatique, lui, a accès à autre chose qui s'appelle des croyances. La particularité de la croyance, c'est qu'elle est modulable en fonction de qui la donne. Je vous donne un exemple très terre à terre. Donc, au moment de la Covid, vous allez voir votre pharmacien. Il vous expliquait quelque chose. A raison, c'est le pharmacien, il sait. 3 jours après, vous allez voir votre médecin qui vous disait autre chose. Le médecin, il a plus raison que le pharmacien, qui a plus de connaissances dans ce registre-là. Et les pragmatiques, ils ont une sorte de hiérarchie intérieure de personnes qui dispensent des vérités à laquelle ils vont adhérer. Les fonctionnalistes, c'est autre chose. Eux, ils ont accès à des dogmes. Comme c'est, ça ne bougera pas. Et là, ça devient problématique. Les choses sont posées telles quelles et elles ne peuvent pas changer. Ces 3 entités sociétales sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Posons-le tout de suite, ce ne sont pas des gens plus intelligents que d'autres, ce n'est pas ça du tout, ce que je suis en train d'expliciter. Ce sont des fonctionnements à part entière. On pense, dans l'absolu, c'est que si globalement, on a 30-40% de gens structurés, 40%, 50% de gens pragmatiques, les 10-20% de fonctionnalistes sont absorbés dans la société et ça fonctionne. Sauf qu'on a basculé. Je parlais tout à l'heure de ces dégradations cognitives. Nous, on a eu des études qui remontaient avant la Covid, et on pense que depuis, ça s'est accéléré. En France, on atteignait bientôt les 50% de fonctionnalistes, près d'un Français sur 2. Et là, c'est bien embêtant. Ça ne peut pas fonctionner. On a trouvé des chefs d'entreprise, des médecins, des cadres, des avocats fonctionnalistes. Où j'évoquais tout à l'heure cette décorrélation entre niveau d'études et niveau de compétences. On se dit, mais comment ils ont fait pour arriver là? Ils ont appris, ils ont récité. Maintenant, face à quelque chose d'imprévu, ils ne savent pas s'adapter. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre société, on demande une adaptabilité maximale, notamment dans le monde de l'entreprise. Et là, il y a une décorrélation qui commence à se produire. Et justement, dans ce que vous disiez, c'est que vous avez constaté que depuis le confinement, il y a eu une accélération de tout cela? Oui, tout à fait, il y a une accélération. On constate, enfin, il suffit d'allumer la télé, de regarder les faits divers. Il y a des petites choses un petit peu humoristiques qui peuvent ressortir. J'adore observer les gens. Quand vous avez quelqu'un qui est dans un magasin en train de regarder, vous inquiétez pas, c'est moi, j'observe ce qui se passe, c'est facilement tout ce qu'on voit. Donc le gars qui regarde, il fait quoi? Je fais pas partie de la sécurité, je regarde le fonctionnement des gens. Vous avez une dame qui est dans un magasin de vêtements, qui regarde, donc voilà, des chemises. Et
Le vendeur arrive et lui dit bonjour madame, oui bonjour, je peux vous aider? Ah, il dit ben oui, mais en fait c'est pour mon mari, mais il n'est pas là. Et lui répond il n'est pas là quand? Ben, en fait il n'est pas là maintenant quoi. En fait voilà c'est un petit peu compliqué ce genre de choses. Et c'est assez hallucinant de voir ça. Et en fait, comme je disais à l'instant, ces dysfonctionnements sont apparus d'une façon de plus en plus marquée. La Covid a fait basculer quelque chose. On a généré énormément de stress, de peur dans la population. Maintenant, attention, ce n'est pas la Covid qui a généré cette déstructuration-là. L'origine, aujourd'hui, où est-ce qu'on la situe? C'est la convergence de deux éléments. Le premier élément, c'est l'émergence de tout ce qui est tablette, tout ce qui est voilà, système informatique, tout ce qui est système connecté dans lequel on vit. Alors attention, il ne faut pas les diaboliser, ça fait aussi partie de notre culture et de notre vie. Oui, sauf qu'on n'explique pas aux enfants comment s'en servir. Et là, c'est plus problématique, beaucoup plus problématique. Et deuxième élément, qui est une convergée, une dégradation de notre système pédagogique qui s'est accentuée au fil des années. Et aujourd'hui, on a un système pédagogique qui ne va pas bien du tout. Désolé de choquer peut-être certains de nos auditeurs, mais c'est une perception qui n'engage que moi. Ce système pédagogique aujourd'hui est mort. Il ne fonctionne plus du tout. Tous les pays ne sont pas touchés de la même façon. Mais nous, en France, on a laissé voilà, ce système partir à la dérive. 5 ministres de l'Éducation nationale en un an, enfin, ça devient une caricature. Enfin, c'est quoi? C'est le jeu des chaises musicales qui arrive et qui s'en va, alors que l'épine dorsale d'une société, c'est son système pédagogique. Plus on génère des individus structurés, plus ils construiront une société structurée. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est quand on regarde ce spectacle pathétique qui est celui de l'Assemblée nationale, les fonctionnalistes, on les voit assez rapidement, hein. Ce qui est un petit peu troublant, c'est que ce sont des gens qui ont été élus. Donc il y a d'autres qui ont voté pour eux. Des gens qui prennent des décisions aujourd'hui qui ne comprennent pas. On est en pleine voilà, discussion budgétaire, les décisions qui sont prises sont assez hallucinantes. On a des personnes qui ne comprennent pas l'économie d'un pays, mais qui prennent des décisions sur le budget. On n'est pas censé savoir, on ne peut pas tout savoir. On apprend, on se documente, et après on donne un avis. Et aujourd'hui, ces personnes réagissent en fonction d'une idéologie. On a eu la même chose, la même problématique qui s'est présentée il y a quelques mois de cela, on n'en parle plus aujourd'hui, avec la question de l'euthanasie. Nos députés réagissaient en fonction de leur ressenti. Les premiers à pouvoir donner un avis sont les médecins, qui sont confrontés à cela tous les jours, ces questions-là. Et j'entendais dernièrement un député qui s'énervait quelque peu à l'Assemblée nationale en disant mais vous tous ici, vous n'avez jamais monté une entreprise, vous n'avez jamais monté une société, vous ne savez pas ce que c'est, et vous osez alourdir les taxes sur les entreprises. Ce que vous faites, ça n'a plus de sens. Vous êtes en train de tuer l'entrepreneuriat en France. En disant moi j'en ai monté une, je sais ce que c'est, vous. Alors, revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en Oui, fait, il y aurait 7 burn-out. tout à fait. Alors, Parce que j'aimerais bien en savoir plus. bien sûr. Alors, très précisément, en fonction de ces entités sociétales, ce que j'évoquais précédemment, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire ces entités sociétales et ce mode de fonctionnement structuré, pragmatique ou fonctionnaliste va impliquer des burn-out qui sont différents. Je m'explique. Dans la pensée, vous avez deux domaines qui se construisent en parallèle. Une sphère dite affective, émotionnelle, est connectée à une sphère cognitive, logique. Au départ, ces deux sphères sont entremêlées dans la petite enfance. On parle de l'univers du jeu et l'univers de l'observation. Et l'enfant passe de l'un à l'autre. L'univers est un jeu, et le jeu, c'est la réalité. Par exemple, on a tous un choix expliqué à nos enfants, ils ont fait un cauchemar, ils étaient petits, que c'est pas vrai, c'est dans la tête. Ça n'est pas réellement arrivé. Et progressivement, ces deux sphères se scindent. La sphère du jeu va générer la sphère affective, émotionnelle, la sphère de l'observation, la sphère cognitive et logique. Et entre les deux, on a un filtre qui va se positionner, qui empêche ce qu'on appelle les interférences de la sphère affective dans la sphère cognitive. C'est très intéressant parce que quand vous n'avez pas ce filtre, vous avez des gens qui peuvent agir n'importe comment, et des faits divers parfois qui sont un peu surprenants. Dans la zone de connexion entre ces deux sphères, pendant très longtemps, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on a dedans. Et on a fini par identifier ce qu'on appelle les structures mères. On les a appelées mères
parce qu'elles participent simultanément de la construction affective et cognitive, les deux en même temps. Il y en a 5, très précisément: anticipation, décentration, généralisation, inhibition. Et au centre, une sorte de thermostat, ce qu'on appelle les systèmes de classification qui régulent les 4 autres structures. Et ce qu'on a constaté chez les personnes structurées, par exemple lorsqu'elles font un burn-out, la structure centrale de classification va totalement dysfonctionner. Le système n'est plus opérationnel. Et on a identifié 3 types de burn-out spécifiques chez ces personnes. Chez les structurés, on va identifier ce qu'on appelle un burn-out par dissonance interne, c'est-à-dire que la structure mère de décentration et de généralisation va se connecter. Ce sont des personnes qui sont dans des processus de rationalisation extrême. Ils ne cessent de percevoir tous les dysfonctionnements qu'il y a autour d'eux. Ensuite, on a une deuxième forme de burn-out. L'anticipation et la décentration vont se connecter. C'est ce qu'on appelle un burn-out par excès d'anticipation. Ce sont des personnes qui ne cessent d'anticiper tout ce qui peut arriver. Et en plus, leurs anticipations sont cohérentes. Et souvent, comme je leur dis, oui, vous êtes comme le professeur Malcolm dans Jurassic Park qui dit « j'en ai marre d'avoir toujours raison ». Ben oui, c'est exactement ça. Puis on a une troisième forme de burn-out, anticipation et généralisation. Les deux vont se connecter. Là, ce qu'on va retrouver, c'est l'affect qui n'est plus régulé, qui prend le dessus. 3 formes de burn-out différents qui vont impacter 3 formes de prise en charge différentes. Si on va un petit peu plus loin, chez les pragmatiques, là aussi, on a identifié 3 formes de burn-out différentes. Les pragmatiques ont déjà cette spécificité de présenter des failles de l'organisation cognitive. J'évoquais tout à l'heure ce système inercé, cette logique des propositions. Chez eux, ça s'est mal mis en place. Comme ça s'est mal mis en place, la pensée fait quelque chose d'extraordinaire, elle va compenser. On a 2 systèmes de compensation qui existent. Ce qu'on a appelé les schématismes. La personne se construit plein de petites astuces logiques pour fonctionner. Ou, deuxième élément, la mémoire. J'enregistre un maximum pour restituer un maximum. Ce sont les 2 grands systèmes de compensation. Et donc, lorsque ces systèmes se mettent en place, ça va générer des problématiques spécifiques sur le plan cognitif. On a une cartographie de ce qu'on appelait des troubles cognitifs. Chez les pragmatiques, par exemple, où on a identifié ce qu'on appelle une apolymorphie, c'est un burn-out qu'on a défini comme étant par inefficacité perçue. C'est-à-dire la personne arrive à organiser des choses concrètement, mais pour prendre conscience que les choses ne vont pas, il faut qu'elle les essaye plusieurs fois. Vous avez ensuite ce qu'on appelle une dyspolymorphie, un manque de mobilité dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un burn-out par surcharge de travail. La personne, si on devait résumer, a toujours le sentiment de devoir en faire plus et encore plus et encore plus pour prouver qu'elle est bonne. Et si elle lâche ça n'est pas possible de lâcher cela. Parce qu'à ce moment-là, ça renverrait au fait que je ne suis pas assez bon. Parce qu'une personne qui présente un trouble cognitif le sent au fond d'elle-même. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle le sent. Et souvent, ça renvoie aussi à des choses qui ont pu se présenter antérieurement dans son parcours de vie personnelle dans le contexte scolaire, et ça la renvoie, à un moment donné, non, maintenant je suis au travail, je dois pouvoir faire autrement. À l'école, je subissais ce qu'on me donnait, de l'autre côté, je peux faire, donc je vais agir. Et la troisième forme de burn-out, c'est un burn-out par stress prolongé, en lien avec ce qu'on appelait une cognitivo-dépendance, c'est-à-dire que la personne présente des failles cognitives qu'elle a réussi à compenser en étant connectée à quelqu'un d'autre qui vient compenser cette difficulté. Parfois, ça se retrouve au niveau des couples. Ça, c'est pas notre problème. Et donc, pourquoi c'est un burn-out par stress prolongé? Elle est en stress permanent que son binôme ne soit pas là. Et si le binôme n'est pas là, je ne peux pas pouvoir fonctionner. Pour X raison, si un jour, effectivement, le binôme n'est pas là, c'est là où ça peut s'effondrer. Et enfin, chez les fonctionnalistes, on a identifié une forme de burn-out spécifique, un burn-out qu'on appelait par stress chronique et inadaptation cognitive, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des astuces types qu'elles répètent, vous changez un élément, ça ne va plus aller. Un exemple très terre à terre. J'ai aussi une spécificité qui ne nous occupe pas aujourd'hui, mais je suis spécialiste des jumeaux, je suis gémilologue, donc il y en a un en France, voilà, vous l'avez en face de vous. Et de par cette spécificité, je suis amené à travailler avec les services hospitaliers. Et à l'hôpital, donc dans le service de natalogie, vous avez un couloir hospitalier.
Et un jour, je discute avec le chef de service. Voilà. Et vous avez donc la personne d'entretien qui vient et qui commence à nettoyer le couloir, qui part de l'entrée du couloir, qui va à l'autre bout, vous avez un mur, la porte de secours. Donc, elle balaye, puis elle va pas marcher, donc elle attend que ça sèche. Vous avez la surveillante qui arrive. Et bien sûr, vous faites quoi là? Vous rêvez? Et oh, il y a du boulot, il faut s'activer. Et elle dit, mais c'est bon, quoi, vous passez vers la porte et puis vous allez de l'autre côté, puis après vous allez faire autre chose. Le lendemain, elle part du couloir et elle va vers le but. En fait, le geste est automatisé. Et là, c'est une forme d'adaptation cognitive. C'est-à-dire, elle ne peut pas moduler son geste. C'est pas qu'elle a la mauvaise volonté, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne sait pas faire autrement. Idem, une personne voilà, qui travaille dans un atelier, une monitrice, un jour appelle affolée. Elle doit être là à 8h30, 9h, 9h30, elle n'est pas là. On se dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, il y a ces ouvriers dans l'atelier qui sont là, ils ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe? Et elle appelle affolée. En fait, elle ne sait pas comment retourner à l'établissement. Il y a eu un arrêt de bus qui a été déplacé parce qu'il y avait des travaux. On l'a déplacé deux, trois arrêts plus loin, elle ne sait pas comment faire. Elle n'est pas stupide, simplement elle était automatisée sur son trajet. Et c'est une femme qui était vraiment mal, en fait, dans ce qu'elle vivait. Et on aurait pu dire, bon, tiens, elle n'a pas envie de venir travailler, elle le fait exprès. Non, non. Elle n'a pas pu s'adapter à la nouvelle situation. Et ça peut générer, effectivement, dans la durée, un stress chronique qui est là, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose auquel je ne pourrais pas m'adapter, de par une adaptation cognitive. Donc on a cette forme de burn-out complètement différente qui amène des prises en charge complètement différentes. Parce qu'il va falloir pouvoir se caler en fonction de la forme de burn-out, de l'appartenance à une entité cognitive ou sociétale, sur des registres totalement autres. Par exemple, avec une personne structurée, la première chose qui va être travaillée, ça va être la remise en place du rouage central, que sont les systèmes de classification, pour reconnecter les autres structures mères. Soit qu'au départ, dans l'évaluation, on a pu identifier quelle forme de burn-out était présente. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Un fonctionnement pouvait être très cohérent, elle l'a eu par excès. Elle n'a eu de cesse de le répéter. Et on lui dit maintenant, non, il faut changer de fonctionnement. C'était pas bon. Non, c'est pas que le fonctionnement n'était pas bon, parce qu'il correspond à son mode d'organisation. C'est qu'il a été répété à l'excès. Avec des personnes pragmatiques, on parle encore plus longuement des processus de prise en charge, c'est fascinant, mais bon, on va essayer d'aller à l'essentiel. Avec les pragmatiques, on va être dans une approche beaucoup plus terre à terre, en leur donnant des techniques qu'ils vont pouvoir utiliser pour se rétablir. Techniques de gestion du stress, techniques d'organisation. C'est un structuré, rejettera très rapidement, ça n'intéressera pas. Avec un fonctionnaliste, c'est encore différent. On va l'amener justement à identifier son plan d'adaptation possible et l'amener à identifier où est-ce qu'il peut être efficace et cohérent. Et ce qui est très important à préciser par rapport à cela, je le redis encore une fois, hein, cette vision structurée, pragmatique, fonctionnaliste, ça n'est pas une vision où les structurés seraient voilà, plus que je ne sais quoi. Ces trois entités sociétales ont besoin les unes des autres pour fonctionner. Comme je dis souvent avec beaucoup d'humour, vous mettez 100 structurés sur une île déserte, vous revenez 6 mois après, ils sont tous morts. Ils ont eu plein d'idées, mais ils ne les ont pas mis en pratique, en fait. Vous mettez 100 pragmatiques sur une île déserte, vous revenez 6 mois après, vous avez construit une société à l'identique. Vous avez un chef, un adjoint, une banque, un juge, une prison, ils ont tout refait. Vous mettez 100 fonctionnalistes sur une île déserte, vous revenez 6 mois après, il ne reste plus qu'un, en fait, ils vous ont fait Koh-Lanta, qui a survécu. Mais c'est bien, ce qui permet le bon fonctionnement sociétal, c'est l'harmonisation de ces trois entités. Et j'insiste sur ce point, vraiment c'est quelque chose d'important. Après, quand on a un déséquilibre, on commence à voir ce qu'on constate dans notre société aujourd'hui, des déséquilibres qui apparaissent chez les individus et dans les entreprises. Alors justement, un burn-out, c'est à la fois des facteurs individuels et des facteurs organisationnels. Tout à fait. Comment les RH qui nous écoutent et les managers qui nous écoutent peuvent se dire, oh là là, mais ça me paraît complexe tout ça, et nous, comment on peut faire dans l'entreprise pour avoir une action et pouvoir faire de la prévention et faire que ces burn-out n'arrivent pas? Et là aussi, c'est une question centrale, parce le burn-out est évitable. Est évitable. À partir du moment où on a compris le fonctionnement des personnes
et on peut les mettre dans des zones d'efficience qui leur correspondent. Et ils peuvent être hyper performants. Hyper performants. Un exemple très terre à terre. Vous prenez, dans l'ouvrage que notre Didier, il y aura tout un chapitre sur les neuroatypies dans le contexte professionnel, parce qu'on les voit aujourd'hui de plus en plus. Vous prenez une personne qui a un TSA de niveau 1, trouble de la sphère autistique. Ça ne se voit pas forcément, niveau 1, par contre, il y a des problématiques d'adaptation et il est hypersensible à un environnement. Vous le faites travailler dans un open space, c'est l'enfer pour lui. Il sera totalement improductif. Il va être 3 fois plus lent que les autres. Vous l'isolez dans un bureau, il va devenir hypercentré. Point positif, ce sont des gens extrêmement rigoureux, hyper respectueux du cadre, à qui vous pouvez laisser beaucoup d'autonomie. Trouver le bon contexte en fonction de la façon qu'a la personne de fonctionner dans son psychisme. Donc, en termes de prévention, il y a déjà quelque chose d'intéressant parce que pour s'être aussi penché sur cette question, la prévention est un axe central. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Encore plus au regard de une législation qui dit aujourd'hui que l'entreprise doit faire quelque chose pour le bien-être de ses salariés. Il faut être vigilant. Puisque dans ces actions, il y a plusieurs choses. Avoir une action de prévention, c'est induire un processus de changement. Et là, on en est d'accord. Sauf que, structuré, pragmatique ou fonctionnaliste, le processus de changement n'est pas du tout perçu de la même façon. Pas du tout. Prenons une structure où on a l'idée de dire, tiens, on va lancer un processus, les gens sont trop stressés, trop tendus, on va faire venir une sophrologue ou un psychologue qui va donner des techniques de gestion du stress. Pour le structurer, il a besoin d'une vision d'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il voit un effet ponctuel placebo. Ça n'intéressera pas. Il n'adhérera pas à ce processus-là. Alors que ce qui lui est donné est intéressant. Lui va vous répondre, oui, mais moi j'ai un problème d'organisation et de gestion de communication avec mon manager puisque l'information ne passe pas. Donc je veux bien gérer mon stress, j'aimerais qu'on solutionne ça. Le pragmatique n'adhérera au processus de changement qu'à partir du moment où il percevra ce en quoi ça lui apporte quelque chose de concret pour lui. Il adhérera au processus. Fonctionnaliste, le processus de changement, il ne peut pas y adhérer. Pourquoi? Et même si les choses sont cohérentes, je m'explique. On disait tout à l'heure, le fonctionnaliste met en place des dogmes dans sa pensée, des choses qui sont posées telles quelles. À un moment donné, on l'a mis sur une tâche de travail, en lui expliquant comment il devait la faire. Et on lui dit brusquement, sa façon que tu vas te faire, on va la changer pour que tu sois moins fatigué. Quand vous lui dites ça, il se sent attaqué. Parce que cette façon de faire est devenue un dogme qu'il s'est approprié, il est devenu cette façon de faire. Donc si vous lui dites, il faut changer, vous êtes en train de lui dire qu'il travaille mal. Voilà ce qu'il traduit dans sa pensée. Donc le processus de changement, il va le rejeter. Quoi faire par rapport à cela? Déjà, dans les protocoles d'accompagnement qu'on propose, on va travailler avec l'ensemble de la structure de l'entreprise sur le processus de changement. Qu'est-ce que c'est que le changement? Pour que chaque personne, en fonction de sa modalité d'organisation, puisse adhérer à ce processus-là, avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Deuxième élément, une fois qu'on a pu poser cela, on va pouvoir commencer à travailler sur quels sont les éléments que l'on va induire en termes de changement, ce changement visant à travailler sur le principe de bien-être. Ce qui veut dire que ça demande, là aussi, la mise en place d'une nouvelle culture dans l'entreprise. Et cette culture démarre par une personne spécifique, le chef d'entreprise. C'est lui qui impulse les dynamiques. C'est lui qui est là pour faire fonctionner l'ensemble. Et aujourd'hui, on a un souci de ce côté-là. Déjà, les chefs d'entreprise sont livrés eux-mêmes. On ne parle pas du tout du nombre de chefs d'entreprise qui font des burn-out, qui ne vont pas bien. Voire quand on le dit, limite, on va leur envoyer, bah, écoutez, vous assumez ce que vous avez choisi de faire. Les tâches auxquelles ils sont confrontés sont très lourdes et ils sont aujourd'hui fréquemment attaqués. La société les attaque. Dans les années 90, on avait un mauvais objet, c'était l'école. Les médias ont massacré l'école, dans tous les sens. Aujourd'hui, on en voit ce qu'il en est, c'est problématique. Aujourd'hui, la société renvoie une image des chefs d'entreprise qui n'est pas la bonne. Quand vous avez le législateur qui vote tout un ensemble de taxes, en plus sur les entreprises, qu'est-ce que ça renvoie au tout venant? Ben, qu'effectivement, les entreprises font un maximum d'argent, c'est bien d'aller en prendre encore plus pour... voilà. Donc, ce sont bien des profiteurs.
C'est ça le message implicite qui est envoyé. Pour bon nombre d'entreprises, on n'en est pas là. On n'est pas là pour engraisser un chef d'entreprise, on n'est pas là pour engraisser des actionnaires. Les chefs d'entreprise essaient de faire survivre leur entreprise aujourd'hui. Et avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, et bien souvent, ils sont négligés et mis de côté. Donc la première chose, là aussi, par rapport au changement qu'on va travailler, c'est là-dessus. Et je raconte souvent cette petite histoire. En 1803, pas d'hier, Mais c'est ça. les guerres napoléoniennes. Et vous avez la France qui est en guerre contre la Prusse. Et la France perd une bataille, déshonneur suprême. Les Prussiens ont pris le drapeau français du régiment, le drapeau français. Ils l'ont emmené chez eux. Le soir, 32 soldats partent dans le camp prussien pour récupérer le drapeau. Ils sont revenus, ils étaient 5. Ils ont ramené le drapeau. Ils ont sauvé l'honneur du Français. Les autres sont restés sur le terrain. Qui aujourd'hui irait se battre pour un chef d'entreprise? Et pourtant, c'est le chef d'entreprise qui est le porte-étendard de l'entreprise. Et c'est ça déjà qu'il faut pouvoir restaurer. Repositionner cet élément. De quelle façon, aujourd'hui, l'élément clé, c'est le principe du bien-être dans l'entreprise. Et on va remettre ça au centre. C'est plus une nécessité, c'est plus vital, c'est plus important. On est au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est très simple. Les entreprises qui arriveront à mettre ça en place sont celles qui seront là demain. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, elles vont attirer les talents, développer les compétences et donc fidéliser les employés. Et on parle véritablement de la mise en place de principes de bien-être dans la durée. Les protocoles sur lesquels nous on travaille avec Didier et d'autres, quand on travaille sur ces principes de bien-être dans l'entreprise, on part sur des approches qui vont durer facilement une année. Pas tous les jours, on est bien d'accord, avec des interventions ponctuelles et ciblées. Mais ça se fait dans la durée. Et là, on implique l'ensemble de l'entreprise à se modifier. Et les résultats sont assez sidérants de ce que l'on peut voir à ce moment-là. Des gens qui étaient dans un coin, qui ne voulaient plus s'investir, qui se remobilisent, qui remettent du sens dans ce qu'ils font, qui se sentent à nouveau qui en compte dans le contexte de l'entreprise. Et ça, c'est un élément central. Et ça vient de la tête de l'entreprise. Et ensuite, on redescend au niveau de tous les éléments. On est tous ensemble. Entreprendre, c'est faire ensemble. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. C'est faire ensemble. Avec chacun qui peut avoir une mission spécifique, interconnecter ces éléments. Et j'aime beaucoup cette phrase de Didier qui dit « Nous sommes tous des soignants ». C'est-à-dire pour contrer un burn-out, on est tous attentifs les uns aux autres. Mais pour être attentifs les uns aux autres, il faut accepter la différence chez l'autre, il faut accepter la complémentarité chez l'autre, et puis il faut libérer la parole, libérer le fait que, ouais, de temps en temps, on peut se plaindre, ouais, on n'est pas content, ça arrive. C'est pas pour autant qu'on remet tout en cause. C'est presque une conclusion, ça. Parce que, en plus, je vois qu'on arrive à la fin de notre épisode, mais je vais juste vous poser 2 petites questions. Oui. Je voulais savoir, parce que, comme vous le savez, mon podcast, c'est Welcome Back to Work, donc c'est le retour en entreprise. Et qu'est-ce que vous conseilleriez justement à une entreprise pour bien accueillir quelqu'un qui voudrait revenir dans son entreprise après un burn-out? Alors, déjà, la première chose, faire un burn-out, c'est pas une honte. On n'a pas à le cacher. C'est pas accueillir la personne avec une boîte de chocolat en disant super, viens, on va te mettre sur un mi-temps, tu verras, ça ira très bien, on va être super gentil avec toi. C'est déjà le fait que la personne puisse parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé, avec une personne relais, peut-être dans l'entreprise, peut-être avec son manager ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire ensuite, lorsque la personne revient, c'est pouvoir l'accueillir, non pas, elle ne revient pas comme elle était avant. C'est une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle personne qui peut nous apporter un enrichissement. À un moment donné, une personne qui fait un burn-out, elle nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Et d'un burn-out, qui peut être négligé, on peut en avoir 4, 5, 6, puis ensuite des personnes qui quittent l'entreprise, etc., et ça devient une hémorragie. Le sang de l'entreprise, c'est les salariés qui la composent. Plus on en penseront, plus effectivement ces personnes seront investies et seront présentes. D'où, comme je disais à l'instant, lorsque la personne revient, c'est l'accueillir, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire comprendre ce qu'elle a vécu, comprendre qui elle est aujourd'hui, et voir comment on va lui permettre de réintégrer l'entreprise, peut-être un poste différent, peut-être le même poste, mais en tout cas tirer parti de son expérience. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et souvent, on l'oublie.
J'étais un peu caricatural en disant on l'accueille voilà, avec une boîte de chocolat, etc. Mais parfois, on n'en est pas si loin. Parfois, avec un petit peu trop de compassion. Cette personne ne veut pas de compassion. C'est pas ce qu'elle recherche. Elle recherche simplement ce qu'on la prenne en compte telle qu'elle est aujourd'hui dans son fonctionnement. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, parce qu'elle vit être très sensible, euh, elle reprend son activité professionnelle, elle va observer. Elle va observer s'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui changent à travers elle. Et permettre à cette personne d'être un indicateur, j'irais même plus loin, un vecteur de changement dans l'entreprise, d'une impulsion qui peut s'amorcer, c'est quelque chose aussi de très valorisant. Parce que là, elle a vraiment le sentiment de retrouver sa place. Et sortir de cette représentation, c'est la personne faible qui a chuté parce qu'elle n'était pas assez bonne. Bon, non, on va la faire revenir, puis on va être gentil avec elle parce que bon, elle est tellement fragile. Ce mode de pensée-là, je vais être un petit peu abrupt dans mes propos. J'espère pas trop choquer les auditeurs, mais c'est abject. Parce que ça n'est pas ce qu'elle recherche. On est en train de la renvoyer dans un mur. Merci. Merci pour Mais ça je vous en prie. parce que c'est vrai que bien souvent, des entreprises minorent le fait que la personne a changé pendant sa reconstruction. Et ça, c'est extrêmement important parce que moi, je vois des fois des RH qui m'appellent et qui me disent, mais c'est quand même compliqué ce retour. C'est pas compliqué en soi, c'est juste que la personne, en fait, elle a plus envie de revivre ce qu'elle a vécu avant de partir. Donc oui, elle a Exactement. changé, elle acceptera plus les mêmes choses. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Tout à fait. Et c'est bien de le rappeler parce que ce changement, il est vraiment souvent minoré. D'autant plus Dernière que question. j'allais dire, dans les protocoles d'accompagnement qu'on propose, on a des changements de fond qui se présentent. Eh oui, complètement. Bon, dernière question, Fabrice, parce que là, on va perdre nos auditeurs si on est trop long, même si c'est super intéressant. Il faudrait 2 épisodes, en fait, j'en étais sûre. Alors, donc je voudrais, oui, que vous nous disiez, en fait, pour vous, quels seraient les points importants que vous voudriez que les auditeurs et les auditrices retiennent de cet échange. Je dirais 3 éléments. Premier élément, c'est que le burn-out n'est pas une fatalité. Un burn-out, malheureusement, ça peut arriver sur un chemin de vie. On peut s'en relever et s'en relever comme étant quelqu'un de nouveau. Le burn-out, quelque chose qui permet de se réaligner, une situation qui permet de se réaligner avec soi-même. Ce qui est regrettable, c'est qu'on passe par beaucoup de souffrance. Deuxième élément, le burn-out, il n'y a pas de raison, s'il est bien traité, bien accompagné, si on a bien traité la bonne forme de burn-out, qu'il y ait de récidive. C'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas de répétition du burn-out. Combien de fois on a des personnes qui rechutent? Ah oui, si vous avez mal à la jambe gauche, on vous soigne la jambe droite, c'est gentil de s'occuper de vous. Un jour où vous marchez, vous avez toujours mal à la jambe gauche. Donc c'est véritablement dans ce contexte avoir en tête que le burn-out, oui, on le sait maintenant, et Didier l'explique extrêmement bien. Quand le psychiatre Freudenberger pour la première fois décrit ce qu'était un burn-out, parlait effectivement de personnes qui brûlaient de l'intérieur. C'était complètement intuitif de sa part. Aujourd'hui, les examens neurophysiologiques qui sont faits montrent des zones cérébrales qui s'enflamment physiquement. Donc on le sait, on le sait. Mais au-delà de ça, ces personnes qui font un burn-out peuvent avoir un fonctionnement spécifique, une neuroatypie, un fonctionnement qui ne correspondait pas à l'endroit où on les a placés. Il faut aussi comprendre ça. C'est une non-adéquation entre un fonctionnement spécifique et un cadre professionnel. Puis la troisième chose, je dirais, c'est un des éléments que j'évoque souvent dans mes conférences, et je suis souvent dessus en disant, si le bonheur est individuel, le bien-être est collectif. Il faut pouvoir le repenser dans ce sens-là. Il nous appartient à tous de faire pour que ça change. Et on peut changer. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. Dans quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Et si on active les bons leviers, on peut rendre les gens au travail avec une sensation d'épanouissement, de bien-être qui les amène effectivement à nouveau à mieux vivre qu'ils sont. Et c'est une réalité. Ça n'est pas une utopie aujourd'hui, et je suis formel, nous en avons les moyens. Nous, pas nous spécifiquement, mais personne. Les accompagnants en ont les moyens. Ben, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. On va peut-être finir juste en rappelant le titre de votre livre que vous avez fait avec notre ami Didier Le Chémia Oui. et son titre. Et puis, quand est-ce qu'il va sortir? Vous le savez ou pas? Alors déjà, le titre, c'est effectivement Burnout, trajectoire d'un mal contemporain, avec 2 tomes.
Le premier tome, c'est quand le corps dit stop, anatomie médicale du burn-out. Le deuxième tome, c'est mécanisme psychologique d'un esprit en lutte, comprendre, prévenir et se reconstruire. Et quand est-ce qu'il va sortir? M'excuserez l'expression trigale, il est au four chez l'éditeur, donc on attend qu'il soit démoulé et qu'on nous dise voilà. Mais ça devrait se faire courant 2026. D'accord, ok. On surveillera ça de plus près. Oui, parce que c'est Sortie. un petit peu, enfin, c'est un ouvrage qui va faire pratiquement 1000 pages, donc qui est assez, on a essayé vraiment de couvrir tout un ensemble d'éléments. Alors, à savoir que ça n'est pas un roman, on a aussi pensé cet ouvrage de façon un peu particulière. Il y a des chapitres, et chaque lecteur peut prendre un chapitre, même si l'ensemble est interconnecté, en fonction d'un abord qui va le toucher plus spécifiquement, et y trouver des informations. D'accord, vous nous avez donné un échantillon aujourd'hui qui, j'espère, donnera justement envie de lire ces 2 tomes. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cette interview parce que c'est passionnant. Évidemment, ça donne peut-être un petit goût de trop court, mais en même temps, c'était le challenge pour aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous avoir reçu. Merci infiniment, Fabrice. Merci à vous, Marilyn. C'était vraiment un plaisir, et puis merci pour vos questions très pertinentes. Merci Je beaucoup. vous en prie, merci et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.